C'est la raison pour laquelle je trouve que le débat sur le vote obligatoire est un débat qui est intéressant. Justement parce que les citoyens sont égaux, ils ont évidemment le droit de ne pas être satisfaits de l'offre électorale. Donc le vote obligatoire devrait s'accompagner, s'il était instauré, de la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, mais il y aurait une énorme vertu. J'entendais encore hier un reportage sur la ville de Marseille et ces quartiers dans lesquels des immeubles entiers se sont effondrés. Le vote obligatoire aurait une énorme vertu, c'est qu'il obligerait les élus à s'intéresser à l'ensemble des quartiers dans lesquels ils ont non pas des électeurs, mais ils ont des citoyens et des habitants, et pas seulement là où il y a des pouvoir de révocation, parce que vous en parlez, Raphaël Antoven, c'était avant le RIC et avant le mouvement des Gilets jaunes. Il y a deux choses ici en termes démocratiques. Il y a la question du référendum et la question du RIC. En fait, les deux sont tout à fait liés. Ça n'est pas mépriser le suffrage populaire, c'est-à-dire que quand on vote sur un référendum, c'est rarement la question qu'on pose qu'on répond. Depuis 1969, le général de Gaulle, le premier, a instauré cette jurisprudence. Le référendum ne portait pas véritablement sur la question qui était posée. Tous les référendums ne sont pas bons. Tous les référendums, surtout, ont été parasités par des problématiques politiques immédiates. On parlait de référendum en 2005. Donc dire ça, ça n'est pas baigner la sagesse populaire au suffrage de tous. C'est juste pointer un problème attaché au référendum. Et sur la question du RIC, qui est un peu différente, ce qui me gêne... Et le pouvoir de révocation notamment. Et le pouvoir de révocation. Le problème du droit de révocation, les insoumis parlaient déjà en 2017, je dois dire. C'est vrai, dans leurs universités d'été. Le problème du droit de révocation, c'est qu'il soumet les gouvernants à une sorte de suffrage permanent. Il ne suffit plus de gagner une élection pour avoir gagné une élection. On ne gouverne plus pendant 5 ans. On continue d'être soumis au suffrage des gens une fois qu'on a gagné. Or, c'est bien connu. Si les gens veulent, pour conquérir le pouvoir, il faut faire le malin. Pour exercer le pouvoir, il faut être au-delà des querelles et des calculs d'appareil. Or, on entre dans les querelles et les calculs d'appareil qui restent quand on reste soumis au suffrage des gens. Ce que je veux dire, c'est que le RIC aurait pour effet paradoxal de produire des gouvernants fallaux, des gouvernants courtisans, des gouvernants qui tentent de plaire aux gens, c'est-à-dire des gouvernants qui oublient que la politique, c'est aussi l'art de déplaire parfois à la majorité. Aucun président de la République de la 5e République, à part le général de Gaulle, a été plus longtemps populaire qu'impopulaire. Ils auraient tous été émis à ce compte-là. Le rythme publicitaire du bon plaisir électoral n'a rien à voir avec le rythme quinquennal de la décision du peuple. De Gaulle était le premier dans les discussions au Conseil des ministres sur l'éventualité de l'élection du président de la République au suffrage universel à dire à tous ses ministres: mais pourquoi avez-vous peur du peuple? C'est-à-dire que, oui, bien sûr, mais pourquoi avez-vous peur du peuple? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les référendums dont vous parlez ne vont pas forcément inciter les gouvernants à flatter plus qu'ils ne le font. Je vais vous donner un exemple. C'est pas une question d'impopularité, Raphaël. Pardon, mais reprenons par exemple l'histoire politique. 95, Jacques Chirac est élu sur la thématique de la fracture sociale. Cette fracture sociale, c'est celle qu'on voit aujourd'hui. 95, c'était déjà le cas. Ça s'est creusé. Il est élu pour ça. Les citoyens lui font confiance parce qu'ils pensent qu'il faut changer à un moment donné le système.